Eh bien bonjour à vous, bienvenue dans ce deuxième épisode du projet RU, le projet Résilience urbaine économique. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder la problématique de la nourriture. Alors comme sur le premier épisode, on va partir du principe que donc vous êtes un urbain et au petit budget, vous n'avez pas beaucoup d'espace, et donc ça écarte directement toutes les possibilités de production qui pourraient être mises en place dès aujourd'hui. Le but n'est pas de créer une BAD urbaine, mais tout simplement d'être un petit peu prévoyant, avec juste pour but de vivre sur nos stocks le temps de la rupture de la normalité, en attendant le retour à la normale. Donc dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de tout ce qui va être production de nourriture, je ne vais pas parler de potager urbain, je ne vais pas parler de poulailler urbain, comme dans la vidéo sur l'eau où on partait du principe que vous n'aviez pas accès à un puits ou à une source, on va faire la même chose dans cet épisode pour la nourriture. Donc la chose la plus adaptée à la prévoyance urbaine, ça va être la mise en place de stocks alimentaires bien gérés, des stocks cohérents. Pour vos stocks, il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, je vous conseille vraiment de mettre en place des stocks dits vivants. C'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu abordé dans la vidéo précédente sur l'eau. L'idée, c'est pas d'avoir un stock mort où vous allez mettre de côté une quantité de nourriture calculée pour une durée précise et vous n'allez plus y toucher jusqu'à l'effondrement. Ou alors vous viderez tout une fois par an dans le but de refaire les stocks, de virer ce qui a périmé et de refaire un stock. Pour moi, ça va pas être le plus adapté parce qu'on est dans une logique où on est en milieu urbain, on manque de place dans le logement et en même temps la problématique de la série c'est le petit budget. Donc ça fait un gros volume de nourriture qui a donc un coût dans lequel il va falloir investir et mettre de côté. Donc en gros c'est un budget qui est mis de côté et c'est un petit peu dommage. Dans le même temps, d'avoir un gros stock comme ça mis de côté, ça rajoute de la complication au niveau de la gestion de ce stock, puisqu'il faudra noter toutes les dates de péremption, il faudra aller retourner vérifier si le stock ne périme pas, et donc ça va demander beaucoup de travail. Donc perte de temps et perte d'argent, c'est pas le système le plus intéressant pour nous. Ce que je vous conseille à la place, c'est plutôt de mettre en place un stock vivant, dans lequel la logique va être de stocker ce que vous mangez habituellement, ce que vous mangez toute l'année, ce que vous mangez au quotidien, et de manger ce que vous stockez. En gros, l'idée c'est juste de grossir votre placard à la maison que vous avez déjà, de grossir votre épicerie familiale, dans le but d'avoir une réserve tampon qui va durer le temps que vous prévoyez de stocker. Comme dans la première vidéo, je ne vais pas vous dire de faire des stocks pour 3 jours ou pour un mois, vous adapterez les quantités au nombre de personnes que vous êtes et à la durée de vie du stock que vous prévoyez. Donc comment gérer son stock vivant? Donc je vous ai dit, l'idée c'est d'avoir d'avance que vous consommez régulièrement. Si par exemple vous consommez un paquet de pâtes par semaine, eh bien vous allez prévoir plusieurs paquets de pâtes pour durer le temps que vous voulez, mais de cette façon, vous consommerez toujours les paquets de pâtes que vous avez de stocker et vous allez les éliminer au fur et à mesure. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous soucier des dates de péremption qui vont arriver, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce budget alimentaire qui est placé dans lequel vous ne tapez pas. C'est certainement la façon la plus simple de gérer son stock. Au niveau organisation, c'est assez simple, vous pouvez utiliser la méthode comptable PEPS, première entrée, première sortie, c'est-à-dire que vous allez mettre à l'arrière ce que vous venez d'acheter le plus récemment. De cette façon, ce qui va arriver en premier dans l'étagère va être les produits les plus anciens, et de cette façon-là, vous allez éliminer les produits au fur et à mesure de leur ancienneté. La deuxième méthode pour constituer vos stocks, ça va être la stratégie du copy canning. L'idée c'est d'acheter un petit peu plus que ce que vous consommez, comme ça naturellement votre volume de nourriture stockée grossira plus vite qu'elle ne s'écoulera, et donc vous pouvez continuer à faire cette méthode là jusqu'à arriver au volume de stock que vous jugez suffisant dans votre cas. Par exemple, si j'ai envie d'avoir 10 kg de riz en réserve, eh ben, à chaque fois que je vais avoir à acheter un paquet de riz, je vais en acheter un second. Et je mettrai donc le second à l'arrière de mes stocks, et ainsi de suite. Et à chaque fois que j'aurai consommé un paquet de riz, j'en rachèterai deux, qui iront eux-mêmes à l'arrière de mon stock, etc. jusqu'à arriver au total de mes 10 kg de riz prévus. Enfin, troisième astuce pour vos stocks, j'en avais parlé aussi brièvement dans la vidéo sur l'eau, le lieu de stockage doit être un endroit frais, un endroit sec, un endroit bien aéré où l'humidité ne va pas rester, et également un endroit à l'abri de la lumière. C'est dans ces conditions que la nourriture va se garder le plus longtemps possible. Pour ma part, j'ai fait le choix d'une cantine métallique pour stocker ma nourriture, ce qui permet à la fois de pouvoir emmener la quantité de nourriture à l'extérieur du logement s'il y a besoin d'évacuer, et dans le même temps, la nourriture est bien protégée à l'intérieur d'un contenant solide. Donc on va pouvoir commencer à parler des produits à stocker. Alors ce qui doit être la base de votre stock alimentaire, c'est ce que vous consommez déjà habituellement, et ce qui représente normalement la moitié de vos apports nutritionnels, ça va être tout ce qui va être glucides
sucre lent, féculents, toutes ces grandes familles-là de produits céréaliers, riz, pommes de terre et blé sous toutes ses formes, sous forme de pâtes, de farine, de semoule. Donc concrètement, ça va être la base de notre stock alimentaire, parce que c'est déjà pour beaucoup d'entre nous la base de nos apports nutritionnels quotidiens. Seulement au niveau du choix des produits, il y a plusieurs choses à prendre en compte, aussi bien la durée de vie de certains produits, par exemple du blé entier se conserve plus longtemps que de la farine déjà moulue. Il faut également prendre en compte le temps de cuisson nécessaire au produit, ainsi que la quantité d'eau nécessaire à sa préparation. Par exemple, dans la famille des produits céréaliers à base de blé, la semoule de couscous se prépare beaucoup plus vite et avec beaucoup moins d'eau que des grosses pâtes durcies. Les deux produits sont faits à partir de blé, ils vont avoir quasiment les mêmes apports nutritionnels, seulement l'un des deux sera beaucoup plus intéressant pour économiser votre eau et économiser votre combustible. On a déjà parlé de l'eau dans la vidéo précédente et on parlera une autre fois des carburants et de leur économie. La farine aussi, un bon produit de base, ça peut rentrer dans certaines recettes, ça dépend si vous cuisinez beaucoup ou pas, mais en tout cas vous pourrez par exemple faire votre pain, soit en refaisant un levain maison, soit avec des sachets de levure chimique que vous pourrez stocker aussi. Au niveau des féculents, en général on compte entre 60 grammes et 100 grammes par personne, que ce soit aussi bien du riz comme des pâtes ou n'importe quoi. Donc pensez, histoire de compter large, que 1 kg va représenter 10 portions. Donc si vous êtes seul, un paquet fera 10 repas, et si vous êtes une famille de 5 personnes, vous pourrez faire 2 repas avec un paquet. C'est approximatif, mais ça donne un compte rond, et au moins ça vous compte un petit peu plus large. Donc le deuxième produit à intégrer dans vos réserves, ça va être tout l'univers des boîtes de conserve. Ça on en parle souvent, c'est vraiment un produit de base qui est pratique à stocker. Ça se conserve très longtemps, il n'y a pas besoin d'eau pour les préparer. Beaucoup sont même consommables directement froides. Même si l'aliment s'y prête pas forcément, c'est toujours possible étant donné qu'à l'intérieur c'est déjà cuit et prêt, et ça permet une alimentation très variée directement disponible. Au niveau des choix des aliments, on va avoir tout ce qui va être la grande famille des légumes, la grande famille des plats cuisinés, tout ce qui va être protéines, les conserves de viande et les conserves de poisson, et tout ce qui est conserve de fruits. Au niveau des choix des boîtes de conserve, dans l'idéal, préférez ce type de boîte de conserve, parce que celles à ouverture facile ont un couvercle qui est fragilisé pour permettre une ouverture facile à la main en se déchirant. Les boîtes de conserve comme ça simples, sans ouverture facile, nécessitent certes un ouvre-boîte, mais elles sont beaucoup plus solides et elles se conservent plus longtemps. Donc tout d'abord les boîtes de légumes, ce que je vous conseille de faire c'est de choisir les boîtes avec l'apport nutritionnel le plus complet possible. Tout ce qui va être légumineuse par exemple apporte plus d'énergie et plus de protéines que des boîtes de légumes simples. Donc tout ce qui va être lentilles, haricots, flageolets, petits pois, tous ces produits-là vont être plus intéressants que des produits un petit peu plus basiques. Par contre, des boîtes qu'on trouve assez souvent, c'est tout ce qui va être macédoine. Ils ont l'avantage d'avoir plusieurs légumes à l'intérieur, donc on a à la fois des légumineuses et des légumes racines, donc c'est assez complet nutritionnellement. Après les boîtes de conserve, l'inconvénient c'est que c'est souvent un petit peu moins riche nutritionnellement que des produits frais, mais bon, on est en période de rupture de la normalité, on n'a pas forcément accès à des légumes frais. Au niveau du choix aussi des boîtes de conserve, là je vous ai montré des conserves traditionnelles, gros volume, qui sont normalement pour plusieurs personnes. Si vous êtes seul dans votre logement, ça peut être intéressant de prévoir des conserves d'un plus petit volume, ça évitera qu'il y ait des pertes et vous pourrez ouvrir juste ce que vous consommez. On peut imaginer un gros volume de nourriture ouvert, plus pas de frigo pour conserver tout ça, plus une période estivale, la nourriture risque de se perdre très rapidement. Mais après, il y a quand même pas mal de produits frais qui vont quand même pouvoir se conserver malgré l'absence d'électricité de réfrigérateur. Par exemple, tout ce qui est des œufs, des pommes de terre, des oignons, plein de produits alimentaires comme ça qui, bien qu'ils soient à moitié frais, peuvent se conserver longtemps, peuvent être également prévus, comptés dans vos stocks. Mais il faudra bien faire attention au niveau de la rotation de vos stocks, que ça ne périme pas en quelques semaines. Pour revenir un petit peu sur le sujet des légumineuses, ça peut être intéressant d'en avoir aussi un petit peu brut, cru, bien que sous cette forme crue, ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'eau pour leur préparation que sous la forme déjà cuite en boîte de conserve. En avoir un petit peu de cru, ça peut être intéressant pour en faire germer par exemple, je vous laisserai vous pencher sur cette question-là, et donc avoir un apport nutritionnel de produits frais qui peut être intéressant en période dégradée où on ne va pas forcément avoir accès à des légumes par exemple. Comme c'est également des graines, c'est possible de les semer pour ceux qui ont des potagers par exemple. Si les boîtes de conserve ne sont pas forcément des produits que vous consommez habituellement, c'est possible de faire vos bocaux vous-même.
Ça vous permettra d'avoir des produits plus adaptés à vos goûts, peut-être plus intéressants nutritionnellement, et également ça vous permettra d'acquérir des savoir-faire intéressants survivalistiquement parlant. Donc après tout ce qui est féculents, légumes et légumineuses, il y a d'autres boîtes de conserve qui vont elles contenir beaucoup plus de protéines, qui sont également très importantes au quotidien. Donc il y a déjà toute la sphère des plats cuisinés déjà en boîte de conserve, donc c'est des plats industriels, mais vous pouvez très bien faire vous-même vos bocaux de plats cuisinés. Ça offre une solution toute prête, vous savez qu'un bocal vous fait un repas, et vous n'avez pas à compter plusieurs produits différents pour avoir tous les apports nécessaires lors d'un repas. Les produits suivants, ça va être tout ce qui va être bocaux vraiment de protéines, tout ce qui va être bocaux de viande et de poisson. Pour ce qui est du poisson, par exemple, tout ce qui est sardines, boîte de thon, tout ce qui est rillettes de poisson. Pour tous les produits de viande, aussi bien tout ce qui est rillettes, terrines, cornets de bif, pâté de jambon en boîte, enfin tout ce qui est aussi bien industriel que fait maison. Pour tout ce qui est viande et poisson, vous pouvez compter à peu près une portion par jour et par personne. La catégorie suivante, ça va être tout ce qui va servir aussi bien à la préparation qu'à la conservation de la nourriture. Si vous réussissez à vous procurer de la nourriture fraîche, vous pouvez dès maintenant vous servir de ces produits-là pour conserver votre propre nourriture. Et également, en situation post-effondrement, ça vous permettra de conserver de la nourriture sans électricité. Le premier produit, ça va être l'huile. Peu importe le temps pour lequel vous prévoyez de survivre, je vous conseille de prévoir au moins 1 litre. Pour vos apports en lipides bien sûr, pour tout ce qui est cuisson, préparation de la nourriture, et également pour conserver de la nourriture fraîche. C'est possible de conserver dans l'huile beaucoup d'aliments. Prévoir plusieurs kilos de sel aussi, bien évidemment pour l'assaisonnement, mais surtout aussi pour conserver la nourriture. On peut conserver également beaucoup de produits en salaison. Le sel va vous être utile aussi pour produire votre propre eau de javel. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler à l'avenir. Quelques kilos de sucre aussi pour tout ce qui est conservation des fruits, en confiture ou au sirop. Et pour la cuisine aussi, c'est pas indispensable, mais c'est un produit alimentaire de base qui sert à beaucoup de choses. Alors pour les produits laitiers, en plus de pas être indispensable, c'est pas forcément ce qui se conserve le mieux. À part le lait qui va pouvoir se conserver longtemps en briques ou en bouteilles apertisées ou en poudre. Là pareil, voyez votre consommation habituelle et prévoyez les stocks en conséquence. Enfin la dernière catégorie, ça va être la catégorie plaisir. C'est pas indispensable, mais ça va servir à la fois pour votre morale et également dans l'éventualité d'un troc, parce que c'est des produits qui vont être très demandés. Dans les produits alimentaires, on va voir bien évidemment tout ce qui est sucré, du chocolat, tout ce qui est biscuits et sucreries sous toutes ses formes. Et aussi au niveau des boissons, tout ce qui est café, thé, chocolat en poudre, lait en poudre, je vous en ai parlé. Tout ça, c'est des produits qui vont être recherchés. Et également tout ce qui concerne les addictions, tout ce qui est tabac par exemple si vous êtes fumeur, tout ce qui est alcool aussi qui peut être très demandé au niveau du troc. Étant donné qu'il peut y avoir beaucoup de demandes sur tous ces produits-là, de toute cette catégorie plaisir et addiction, ça peut être intéressant, si vous en consommez aussi, de prévoir un petit peu plus d'avance, dans le but, pourquoi pas, de faire du troc et des échanges sur des produits qui pourraient vous manquer. Voilà en gros pour toute la partie nourriture. Va y avoir aussi à prendre en compte tout ce qui va être matériel alloué à l'alimentation. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des gamelles et des casseroles, voilà, parce que vous êtes déjà à l'intérieur de votre logement, donc vous avez déjà tout le matériel qu'il faut. Par contre, il faudra penser à tout ce qui est couvert, assiette, gobelet, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique, mais dans le but d'économiser l'eau, vous n'allez pas faire la vaisselle, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, et donc vous allez vous prévoir la vaisselle qu'il faut directement. Au niveau du matériel dans votre cuisine, pensez aussi à ce qui est grosse popote, gros faitout de plusieurs litres, ce qui va vous être utile pour préparer des grosses quantités de nourriture. Également, si vous faites des bocaux aussi, il va vous servir pour apertiser. Et également, une grosse gamelle comme ça va vous être utile pour potabiliser un gros volume d'eau. On en avait parlé dans la vidéo précédente. Enfin, on peut imaginer que l'effondrement se prolonge et que vous arriviez à la fin de vos stocks, ou que vous ayez envie d'allonger la durée de vie de vos stocks, et donc vous allez vouloir aller chercher de la nourriture à l'extérieur. Après, on pense vraiment à de l'effondrement de très longue période, il y a très peu de chances d'arriver jusqu'à cette extrémité-là, mais quand on regarde l'histoire, c'est arrivé, qu'il y ait besoin de sortir du logement et d'aller chercher dans les villes de la nourriture. Alors rapidement, au début d'un effondrement, les magasins sont pillés et toute la nourriture classique que vous achetez déjà au quotidien est rapidement à court. Les approvisionnements cessent, les villes étant complètement dépendantes de l'arrivée des campagnes de la nourriture, elles sont rapidement à court de stock. Surtout qu'aujourd'hui, tous les approvisionnements sont gérés à flux tendu et une simple grève des routiers ou une pénurie de quelconque produit amène directement à la disparition des produits concernés de la ville. Donc sur du long terme, la source de nourriture sauvage à laquelle on va penser en premier et qui va être la plus facile à collecter, ça va être tout ce qui est plantes sauvages et fruits sauvages qui sont en ville, dans les haies, dans les friches, sur les terrains, sur les pelouses, dans les parcs. Donc on va trouver pas mal de plantes sauvages comme on pourrait trouver à la campagne. Alors les plus communes et les plus facilement reconnaissables bien sûr,
Donc tout ce qui va être ortie, pissenlit, laitue sauvage, laiteron, kénopodes blancs, etc. Et également tout ce qui est fruits sauvages dans les parcs. Beaucoup de haies, par exemple, sont faites de noisetiers, donc vous allez pouvoir trouver des noisettes. Dans certains parcs, dans certaines forêts, sur certains plans verts, il va également y avoir des arbres fruitiers, et donc par exemple de la châtaigne, ou parfois quelques vrais arbres fruitiers aussi dans certains parcs. Dans toutes les haies, les zones abandonnées, il peut y avoir aussi par exemple des ronces, donc à la saison ça vous fera une belle quantité de mûres. Enfin bref, tout ce royaume du végétal sauvage en ville va apporter différentes sources de nourriture, aussi bien des glucides rapides que des minéraux et des vitamines. La deuxième idée, et c'est encore moins ragoûtant, mais sur du long terme, sur des effondrements à long terme, c'est souvent arrivé, ça va être la quête de protéines en ville. Au début, les pigeons et les rats en pâtissent par le piégeage, par l'abattage, et ensuite petit à petit, ce sont les chiens et les chats qui prennent, ainsi que les oiseaux de compagnie, les rongeurs, etc. Quand on s'intéresse un petit peu à des témoignages d'effondrement urbain dans l'histoire, certains mettaient même en place des élevages de rongeurs en ville, tout ce qui est rats, hamsters, etc. Ça fait une quantité de protéines qui est facilement accessible et qui est nourrissable avec n'importe quoi. Voilà, après je ne vais pas tellement rentrer dans le détail, parce que là on est vraiment sur des supputations à très long terme, mais pour notre problématique, vous allez vivre en gros sur vos stocks, sur la période que vous aurez prévue, et les autres thématiques ne vont pas être le sujet aujourd'hui. On arrive à la fin de ce deuxième épisode consacré à l'alimentation. N'hésitez pas à rajouter des idées supplémentaires dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à aller voir par ici l'épisode précédent sur l'eau, et je mettrai également en ligne par ici l'épisode suivant d'ici quelques temps. Sur ce, prenez soin de vous les gars, et à la prochaine. Salut!